Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Aïda Mbodj, députée, avocate d'Ousmane Sonko dans la procédure de levée de son immunité parlementaire, présidente du mouvement AND, Alliance nationale pour la démocratie. Elle est l'invitée de Babacar Fall. Plusieurs questions. L'opposition parlementaire face à la majorité, quelle stratégie dans la procédure? Le leader de PASTEF va-t-il répondre à une éventuelle convocation de la commission ad hoc? Les arrestations de sympathisants d'Ousmane Sonko, faut-il s'en inquiéter? Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Aïda Mbodj face à Babacar Fall, le grand jury, dimanche 11h05 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury de RFM. La semaine qui commence demain, elle sera déterminante dans la riposte contre le Covid-19 au Sénégal avec le début de la campagne de vaccination mardi. Déterminante aussi cette nouvelle semaine pour la suite des événements dans le scandale sexuel présumé qui implique présumément l'opposant Ousmane Sonko, député et président du parti politique PASTEF les Patriotes. L'Assemblée nationale devrait finir d'examiner la demande de levée de son immunité parlementaire et sa défenseur dans cette procédure est notre invité, sa collègue Aïda Mbodj. Bonjour. Bonjour Babacar. Vous êtes donc députée, ancienne ministre, docteur en géostratégie politique et diplomatie au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. D'ailleurs, des questions dans cette émission sur ça en fin d'entretien. Vous êtes la présidente en politique de l'Alliance nationale pour la démocratie And Sakhal Liguey. Pourquoi Aïda Mbodj, dans cette affaire, vous avez décidé de prendre parti pour Ousmane Sonko? Je vous remercie Babacar. Je pense que si j'étais avocate de métier, j'allais me constituer pour monsieur Ousmane Sonko. Nous avons plusieurs choses en commun. Déjà, nous partageons l'espace de l'opposition parlementaire. Nous avons été membres fondateurs du Front de résistance nationale. Nous sommes tous les deux des députés non inscrits. Il est venu à l'Assemblée nationale par son propre parti, le PASTEF, et moi par mon parti, l'Alliance nationale pour la démocratie, And Sakhal Liguey. Enfin, nous sommes des voisins. Mais il y a autre chose, c'est que nous nous sommes impliqués dans la défense des institutions, mais aussi des libertés. Or, le président de la République, comme vous le savez, au Sénégal, la Constitution exige du président de la République la garantie de l'indépendance de la justice, ainsi que le respect du principe d'un gouvernement, comme il a l'habitude de le dire, du peuple, par le peuple et pour le peuple. Or, il s'est inscrit, il s'est même investi dans ce qu'il disait, la réduction de l'opposition à une simple expression. Je pense que c'est une déclaration extrêmement grave en milieu démocratique. Si on veut consolider la démocratie, on ferait mieux de choisir une autre option que de réduire sa propre opposition en une simple expression. Donc je pense que tous les démocrates aujourd'hui sont interpellés. Mais comment Aïda Mbodj, pour une affaire à la base et fondamentalement privée, on en arrive à ces prolongements politiques de toutes parts d'ailleurs? Oui, il me semble que l'affaire ne devait pas, et si vous lisez, et vous êtes mieux placé que moi pour savoir ce qui est contenu dans le PV de la section de recherche de la gendarmerie, si vous lisez ce fameux procès verbal, vous verrez que si on avait remplacé le nom de Ousmane Sonko par un Babacar Fall, l'affaire ne serait pas tirée aussi loin. Et c'est ça qui est regrettable. Pourquoi vous le dites? Parce que tout simplement, je pense qu'en lisant la chose, et nous en arriverons quand on parlera de ce fameux PV qui a amené le procureur à faire un réquisitoire introductif, lequel procureur s'est gardé de citer un nom. Parce que je pense qu'il n'y avait pas assez de charges, de mon point de vue, pour qu'on puisse incriminer l'honorable député Ousmane Sonko. Mais déjà, à la lecture de ce PV, on a remarqué un monsieur qui a joué un rôle très déterminant par la suite
en tout cas dans l'organisation de ce qui semble être un piège, mais j'ai un autre point de vue, nous y arriverons. Ce monsieur Mbaye, qui a posé tellement d'actes que l'officier de police était, enfin le gendarme était obligé, officier de police judiciaire, était obligé de l'interpeller, d'en savoir plus en lui demandant est-ce que vous faites de la politique? Il a dit non, c'est mon père qui fait de la politique, et que on a pu découvrir dans des meetings de l'APR avec un t-shirt de l'APR. Donc, dès lors qu'il a dit appartenir à la grande coalition Benno Bokk Yakaar dirigée par le président de la République, l'affaire devait s'en arrêter là, puisque ça concerne un opposant aussi radical qu'Ousmane Sonko. Le président de Benno Bokk Yakaar sentant qu'effectivement il y avait des dérives créées par sa coalition et que la liberté que le monsieur s'est octroyée en circulant en plein couvre-feu. L'autre jour, j'ai appris que même les journalistes sont agressés, même les journalistes, on leur fait des restrictions pour mener leur travail. Un monsieur qui ne s'adonne à aucun travail, sauf à organiser des supposés viols, je pense qu'il ne doit pas circuler aussi librement. Et dès lors que le poteau rose a été découvert, on devait pouvoir quand même s'intéresser davantage à ce monsieur, et ça interpelle véritablement l'autorité de M. le Président. Ne faudrait-il pas laisser à la justice l'opportunité d'éclairer la lanterne de tous les Sénégalais, d'enquêter et de tirer ses conclusions? Faut-il pas avoir foi en la justice? Là, vous êtes député, vous êtes en flagrant délit d'immixtion dans un pouvoir qui n'est pas le vôtre. Vous êtes carrément en train de commenter des faits qui sont à la disposition de la justice. Une affaire pendante devant la justice. Nous avons des antécédents avec ce régime, Babacar, depuis 2012. Moi-même qui vous parle. J'ai eu à aller répondre au commissariat de Dieuppeul sans parler de mon immunité parlementaire. Et c'était précisément en avril 2016. Lorsqu'on me destituait à la tête de la présidence du conseil départemental, c'est le commissaire de Dieuppeul qui m'a convoqué. Conseil départemental de Bambey. Qui m'a convoqué le plus simplement du monde. Je suis parti. Dieu a fait, je suis très à l'aise pour vous le raconter, parce que Dieu a fait que vous vouliez me prendre ce jour-là pour une question du jour. Comment vous l'appelez? C'était vers 12 heures. Oui, tout à fait. Pour une question du jour. Point de vue. Point de vue. Je vous ai dit, Babacar, je ne peux pas vous parler, je suis au commissariat de Dieuppeul. Et vous m'avez dit, mais pourquoi? Pourquoi, madame? C'était un vendredi. Alors, je vous ai dit qu'on venait de me notifier ma destitution à la tête. Imaginez, Babacar, ce manque d'élégance. Imaginez cette violence qui ne s'applique qu'aux opposants. Imaginez ce qu'on est en train de vivre. Ousmane Sonko, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, peut-être j'ai plus d'expérience. Vous êtes très, très revancharde. Ça se sent dans vos positions, dans vos prises de parole. Pas revancharde, mais écoutez, je n'en parle pas, mais quand vous parlez d'immixtion dans le judiciaire, je vous dis que c'est le judiciaire qui s'est immixé dans le législatif, et je vous le démontrerai par la preuve par 9. Ouais. Comme je vous l'ai dit, depuis le début de la deuxième alternance, nous avons vu, moi en tout cas en ce qui me concerne, peut-être que je suis plus politique que Ousmane Sonko, mais j'avais vu venir. Quand le doyen des juges a mis un terme à l'affaire des 94 milliards, je voyais venir. Je voyais venir quand un proche du président, son conseiller, a déclaré Ousmane Sonko chef de l'opposition. Je voyais venir. En relation avec ce que je viens de vous dire, le président qui s'est investi à réduire son opposition à la plus simple expression, je sais qu'aujourd'hui, le président ne veut pas d'opposants. Et il est en train de casser de l'opposant depuis Karim Wade. Depuis Karim Wade, avec la fameuse CREI. Là aussi, si vous vous rappelez, sans esprit revanchard. La justice a pu établir la culpabilité des uns et des autres dans les affaires que vous citez. Et les commissions rogatoires. Et qu'est-ce qu'il est devenu la CREI? Comment on a relevé un procureur en pleine séance? Qu'est-ce qu'il est advenu? Eux-mêmes, à un moment donné, ils ont décidé de dissoudre la CREI. Et en ce moment-là, souvenez-vous, en août 2015, j'avais lancé la campagne contre la détention arbitraire.
Parce que c'est ça mon esprit d'équité. Je crois à une justice libre et indépendante. L'affaire Khalifa Sall. On nous parle aujourd'hui de lever l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Comment on en est arrivé là? Ce qui s'est passé, c'est que une personne a porté plainte. La gendarmerie, je crois, a fait son travail. Encore qu'on pourra y revenir. On est en train de s'assurer que le commandant qui menait l'enquête va être affecté à la cellule antiterroriste. Donc, loin du dossier. Et de mon point de vue... Ah oui, vous l'avez appris de qui? Ça, je suis sûr. Et c'est à vous de vérifier. Encore que, je pense que même son enquête n'est pas terminée. Parce qu'on a eu à citer des personnes importantes dans l'enquête qui n'ont pas été appelées. Quand il a donné son procès verbal au procureur, mais le procureur, je pense, il a été très prudent. Je pense qu'il n'a pas eu assez de charges contre Ousmane Sonko. Peut-être les éléments constitutifs n'étaient pas au rendez-vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le procureur a fait un réquisitoire introductif qu'il a adressé tout simplement au juge d'instruction. De mon point de vue, on peut commenter et peut-être considérer que ce réquisitoire introductif voulait avoir davantage d'informations parce qu'il a précisé qu'il faisait un réquisitoire contre X. C'est ça qui pollue le débat, ce juridisme de toutes parts, les différentes interprétations entre experts, pseudo-experts et vraiment peut-être ignorants. Il n'y a pas de pseudo-experts si vous voulez parler de moi. Non, je parle pas de vous. Je parle de l'ambiance générale dans l'opinion. Chacun se fait sa philosophie, sa religion sur une question judiciaire. La justice, quand elle veut entendre un député, elle demande à ce qu'on lève son immunité parlementaire. Pourquoi ce député? Le juge, pour qu'il soit impliqué dans le dossier, il faut qu'il soit saisi d'un réquisitoire, le réquisitoire introductif. Et on lui demande de compléter, de s'investir, d'instruire, comme le nom l'appelle, le juge d'instruction, d'instruire pour donner davantage d'éléments. Parce que s'il n'était pas saisi, s'il n'y avait pas de réquisition, il ne serait pas dans le dossier. Qu'est-ce qu'il a mis dans le dossier? Le réquisitoire qu'il a mis dans le dossier lui a demandé de lui donner davantage d'informations pour qu'il puisse identifier X. C'est aussi simple que cela. L'audition d'Ousmane Sonko va permettre d'avoir davantage d'informations. Mais pourquoi Ousmane Sonko après X, Babacar? Pourquoi Ousmane Sonko? En réalité... C'est lui qui fait l'objet de la plainte. Le procureur avait bel et bien la plainte et n'a pas cité Ousmane Sonko. Les avocats de la présumée victime Adji Sarr disent que même si il a écrit X, ça ne veut pas dire qu'on ne s'adresse pas à Ousmane Sonko. Mais si le procureur n'a rien à craindre auprès de Ousmane Sonko, s'il était sûr qu'il avait assez d'éléments constitutifs, s'il était sûr d'avoir assez de charges, il aurait mis directement Ousmane Sonko. Il aurait mis Ousmane Sonko, ça n'arriverait pas au juge d'instruction, voyez-vous. Parce que le procureur, et avec le procureur général qui appartiennent au parquet, sont les pendants de l'exécutif. Donc c'est eux, les représentants du ministre de la Justice dans la justice. Donc il se serait tout simplement contenté d'envoyer la requête au procureur général qui va le transmettre au garde des Sceaux, qui à son tour va saisir l'Assemblée nationale en tant que pouvoir judiciaire. Alors qu'est-ce qui est irrégulier dans la procédure actuelle de lever... C'est que même le juge d'instruction, en transmettant le dossier au procureur général, alors que nous, ce qui nous rassure, c'est que quand même un juge du siège qui prend son indépendance vis-à-vis de l'exécutif, ça nous rassurerait. Parce qu'on sait que le parquet est là pour l'exécutif. Mais ce qui s'est passé, c'est que lui, il a préféré enjamber et faire abstraction du réquisitoire du procureur qu'il a simplement cité. Il l'a cité. Et nous, au niveau de l'Assemblée, nous avons essayé d'avoir le maximum d'informations et d'utiliser ces informations pour protéger notre collègue. Pour nous protéger d'abord. Parce que ce qui se passe, et je vais vous le démontrer, c'est que si cette affaire-là, de lettre du juge d'instruction, qui écrit sans preuve pour demander l'immunité parlementaire d'un député, on a déjà désacralisé l'immunité parlementaire, mais ça va de mal en pis. On n'en est pas là, peut-être. La justice a besoin d'entendre Ousmane Sonko. Mais on en est là, mais pour entendre Ousmane Sonko, il faut que Ousmane Sonko soit coupable, ou bien soit incriminé. Or, rien ne l'incrimine.
Le PV de gendarmerie a parlé d'incohérence, lui-même ne se situe pas. Il faut qu'on enquête, il faut qu'on l'entende puisqu'il est accusé. Mais le procureur... La justice peut entendre tout le monde pour besoin d'enquête. Le procureur, c'est la justice aussi, mais il n'a pas cité de nom. Il n'a pas cité de nom, Babacar. C'est dommage, mais il n'a pas cité de nom. Il aurait cité Ousmane Sonko. Mieux, le juge d'instruction, quand on lui a demandé d'identifier X, en tout cas de donner davantage d'informations, il lui aurait suffi d'entendre peut-être la plaignante sur PV, d'entendre les autres, mais de nous aider à identifier ce fameux médecin qui aide à circuler la nuit ainsi que l'avocat. Parce qu'on les a cités dans le dossier et personne ne les a inquiétés. Or, nous voudrions bien savoir qui sont ces gens-là. Parce que jusqu'à présent, ce que nous croyons, personne ne peut nous départir de notre conviction, qui est tout cela est sous-tendu par un complot politique qui est très mal ficelé. Et je pense que l'ordonnateur du complot doit sévir. Que voulez-vous, Aïda Mbodj, qu'on arrête toute la procédure, qu'on n'entame pas des poursuites contre Ousmane Sonko? Mais s'ils ont assez de charges, s'ils ont assez d'éléments constitutifs pour l'entendre, tous leurs amis se sont mobilisés aujourd'hui pour leur trouver des éléments. Tous leurs amis sont mobilisés pour leur trouver des pièces à conviction. Nous attendons d'en avoir, pour en avoir le cœur net. Ici au Sénégal, vous voyez-vous, Babacar, les gens se connaissent. Les gens se connaissent et je pense que personne ne joue sa crédibilité. En tout cas, moi, je ne joue pas ma crédibilité. Mais ça se sent de loin, ces complots politiques. Nous l'avons déjà vécu. Ousmane Sonko en a vu. Je pense que tout à l'heure, on discutait qui entre lui et Wade est l'opposant le plus agressé dans ce Sénégal. Mais je sais que lui, il est agressé. Vous pensez qu'il est plus agressé qu'Abdoulaye Wade, de 26 ans d'opposition, plusieurs séjours en prison? Abdoulaye Wade a fait un temps que Ousmane Sonko n'a pas eu le temps de faire. Mais du point de vue de cette haine viscérale que nourrissent les acteurs, et je voudrais me prononcer là-dessus, parce que tout le monde sait que moi, si Ousmane Sonko est radical, moi je suis moins radical que lui, peut-être les contraires s'attirent. Moi j'ai toujours parlé en âme et conscience. À chaque fois que le gouvernement pose un acte salutaire, je salue. Je me fais le droit d'accompagner le gouvernement dans sa politique. Je peux dire que je suis moins radical que Ousmane Sonko. Donc je suis en mesure de demander à tous les acteurs de taire cette haine viscérale qui pollue l'atmosphère. Nous avons d'autres défis à relever et peut-être nous y arriverons. On est dans le jugement de valeur, là. N'est pas. Moi, je pense que je suis une voix autorisée. Je suis acteur, comme tout le monde. Je ne dis pas actrice. Je suis acteur majeur dans le dispositif politique. Dire que Ousmane Sonko est plus brimé, embêté qu'Abdoulaye Wade. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je dis que Ousmane Sonko n'a pas vu autant qu'Abdoulaye Wade. C'est compte tenu de leur vie. Mais, c'est-à-dire la haine. Et puis Abdoulaye Wade avait affaire avec des gentlemen. Mais la haine qu'il est en train de vivre quand même, il faut prendre la pleine mesure de cela. Si Abdoulaye Wade lui-même s'identifie à Ousmane Sonko, qu'il considère comme un Abdoulaye Wade plus jeune, ça veut dire qu'il sait ce que le monsieur est en train de Abdoulaye Wade qui semble l'enfoncer dans un petit message. Il demande aux députés du PDS de ne pas voter la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, mais en même temps, il souligne une naïveté du leader de PASTEF qui est tombé dans un piège qu'on lui aurait tendu selon les propos de Wade. Il le culpabilise en quelque sorte, non? Un peu. C'est votre lecture. Quelle est votre lecture? Moi, la mienne, c'est autre chose. Abdoulaye Wade est un Sénégalais. Un Sénégalais qui vit le Sénégal. Un Sénégalais qui prend la pleine mesure de ses responsabilités. Sa responsabilité aujourd'hui, c'est de conseiller, de donner des conseils. Sa responsabilité aujourd'hui, c'est de savoir que lui seul peut dire certaines choses. Lui seul peut dire certaines choses. Son âge le lui permet. Son expérience le lui permet. Mais il faut lire entre les lignes l'affection qu'il a pour Ousmane Sonko. Moi, j'étais ministre d'Abdoulaye Wade. Et Abdoulaye Wade, il est spontané. Il est naturel. Il dit ce qu'il pense parce qu'il ne triche pas. Il considère Ousmane Sonko comme son petit-fils. Il doit lui donner des conseils. Il doit lui prodiguer des conseils. Il doit lui demander de se méfier. Il les connaît mieux que Ousmane Sonko. Il a vécu avec eux. Il a presque éduqué ces gens-là qui veulent du mal à Ousmane Sonko. Donc je pense que c'est ça son langage. C'est ça qu'on attendait de lui. C'est-à-dire ses conseils.
qui vont être bénéfiques pour Ousmane Sonko, mais bénéfiques pour nous autres. Abdoulaye Wade et les autres, on a l'impression que l'opposition est en train de se repositionner par rapport à une éventuelle condamnation d'Ousmane Sonko. Peut-être, c'est pas un peu ça le comportement de certains. Vous croyez en âme et conscience que Ousmane Sonko pourrait être condamné? Non, j'ouvre des fenêtres. Nous, on ne le les croit différentes pas. hypothèses. On ne le croit pas. Nous, on est à équidistance de tout cela. On croit qu'à un certain moment, le complot pourrait se fissurer. Parce que, imaginez-vous, l'un des avocats de Ousmane Sonko a reçu un SMS et on peut dire qu'on peut même s'inscrire dans une dynamique déiste pour croire que Dieu est avec Ousmane Sonko. Parce que le SMS qui avait planifié la stratégie qu'on avait élaborée contre Ousmane Sonko a bel et bien dit que le DSK, on va le traîner dans la boue, mais pas de condamnation parce que ça risque de chauffer le pays. Ça, on a eu ce SMS qu'on a envoyé à quelqu'un d'autre. On s'est trompé pour l'envoyer à l'avocat de Ousmane Sonko. Aïda Mbodj, l'invité du grand jury, vous avez été à 2 reprises ministre de la Femme. Qu'est-ce que vous faites des droits d'Adji Sarr? Vous, la grande militante de la protection de la femme, on a l'impression que vous avez choisi le camp de la politique au détriment du camp des droits des femmes dans cette affaire-là. Vous n'en parlez pas, Adji Sarr, la présumée victime? On ne m'a pas donné la possibilité de défendre Adji Sarr. Je voudrais bien la voir. Mais même sa famille, et c'est vous, Babacar, à la RFM. Vous pouvez dire que le pain chaud se mange à la RFM. Mais c'est vous, de par votre reportage, où j'ai su que même la famille de Adji Sarr n'arrive pas à avoir de contact avec Adji Sarr. Je l'ai écouté à la RFM, ça fait pas 3 jours. Ça fait pas dit grand-chose. Ça veut dire que Adji Sarr... Dans ce dossier-là, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que c'est extrêmement important. Ça veut dire que Adji Sarr, qui a besoin aujourd'hui de sa famille, qui a besoin de Aïda Mbodj, qui a beaucoup plus d'expérience qu'elle, ça veut dire que Adji Sarr, pour qui on a ratifié des conventions, si toutefois ce qu'elle est en train de dire est vrai, parce que, comme vous le savez, nous avons ratifié le protocole de Maputo en novembre 2004. Je me suis engagé en octobre 2004 à Addis Abeba. À mon retour, j'ai demandé à Wade de faire ratifier le protocole de Maputo qui protège Adji Sarr en ses articles 3 et 4 et même 5, qui donne à Adji Sarr des droits d'être encadré, qui donne à Adji Sarr des droits d'être soigné. Si toutefois, parce que je dis toutefois, malheureusement, des mains inconnues ont retenu Adji Sarr. Même sa propre famille n'arrive pas à avoir la main sur elle. Je voudrais bien, effectivement, m'acquitter de mon devoir. Malheureusement, ces gens-là, d'ailleurs, ce que je dis, j'alerte. Qu'est-ce que vous dites? Que c'est le pouvoir qui manipule Adji Sarr? Je ne sais pas si c'est le pouvoir qui prend Adji Sarr et qui la prive de sa famille. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des forces tapées dans l'ombre. Des forces qui ont beaucoup de force. Excusez-moi. Ce ministère que vous avez dirigé des années, ce ministère que vous avez dirigé des années, le ministère de la Femme, à travers une de ses directions, a même publié un communiqué pour rappeler qu'il faut davantage protéger les femmes. Pourquoi vous ne prenez pas cette position? Les femmes vont être protégées, Babacar. Mais aujourd'hui, qui a Adji Sarr? Cette direction devait sonner l'alerte pour dire que Adji Sarr est une victime qui est en danger. Parce que ces gens-là, ces kidnappeurs ne vont pas la laisser. Parce que Adji Sarr, vous savez très bien, compte tenu de tout ce qu'elle a dit, compte tenu de tout ce qu'on a noté dans le PV de la section de recherche, Adji Sarr ne pourra pas tenir trop longtemps. Et si vous envisagez d'organiser des débats avec elle, il faudrait la préparer. Parce que je ne suis pas sûr qu'elle pourrait faire face dans un procès devant des ténors du barreau pour répondre à leurs questions et effectivement leur permettre de remonter jusqu'au commanditaire. Donc, Adji Sarr aujourd'hui est une fille à protéger. Elle est à encadrer. Qu'est-ce que vous voulez dire, Aïda Mbodj, qu'elle a accusé à tort Ousmane Sonko? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas de preuves pour ça. Mais en tout cas, le procès verbal que la section de recherche a présenté et le procès verbal issu de sa plainte n'a pas permis au procureur de charger Ousmane Sonko. N'a pas donné assez d'éléments constitutifs. Et il y a beaucoup de zones d'ombre
que l'enquête devait pouvoir éclairer. Mais l'enquête n'est pas terminée, puisque ça va en instruction. Donc on a dessaisi le commandant. Est-ce que tout le monde ne devrait pas justement attendre les conclusions de l'enquête, la tenue d'un éventuel procès ou pas, pour tirer les... Mais nous-mêmes, on a demandé des éléments d'information. Et je pense que c'est de notre devoir pour qu'on puisse délibérer en toute conviction. Parce que le député aussi doit avoir des éléments pour délibérer. Mais on ne nous permet pas cela. Nos représentants à la commission ad hoc n'ont pas accédé aux documents. Au moment où on leur dit, passez la journée, n'allez pas prier, n'allez pas manger chez eux, restez à l'Assemblée pour pouvoir accéder aux documents à 14h30. Au même moment, on envoie un gendarme, c'est Ousmane Sonko. Alors que ces représentants sont là à attendre des compléments d'information pour en avoir le cœur net sur X. Ah, mais justement, c'est quand même grave. Ousmane Sonko a... Si on ne donne pas d'éléments aux députés, comment les députés peuvent... Il a refusé, Ousmane Sonko, de recevoir de toute façon cette convocation. Ousmane Sonko ne pouvait pas prendre le document. D'abord, nous, ce qui m'étonne, Babacar, c'est qu'à l'Assemblée, on n'a pas l'habitude d'être convoqué par un gendarme. Et puis Ousmane Sonko, ses représentants sont sur place. On les contourne pour aller déposer une convocation chez Ousmane Sonko. Ousmane Sonko l'aurait pris, ce serait humilié, comme ont voulu le faire nos collègues de la commission. Donc ce serait humilier ses représentants. Il n'a pas pris cette convocation donc de la commission ad hoc de l'Assemblée nationale qui doit l'auditionner au fin d'examiner la demande de levée de son immunité parlementaire exprimée par la justice dans le cadre donc de cette affaire. On pourrait imaginer, certains ont déjà fait tirer les conclusions, on pourrait imaginer qu'il ne va pas aller à cette audition. Vous adhérez aussi à sa décision de ne pas aller répondre à la commission ad hoc? Babacar, je voulais qu'on tire toutes les conséquences de ce qui est arrivé vendredi à l'Assemblée nationale. Les représentants de l'opposition étaient partis parce que depuis la commission des lois, on a posé le problème de ce X. X n'étant pas député, donc n'étant pas membre de l'Assemblée nationale. Quand on a posé le problème de X, mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit c'est pas le moment. Quand est-ce que c'est le moment? À la plénière. À la plénière, on nous a presque muselés. On a fait usage de l'article 74 pour avoir droit à la question préalable, on nous l'a interdit. On a posé l'article 75 pour avoir droit à la question préjudicielle. À tout moment du débat, on peut faire prévaloir cet article 75. On a refusé. Les députés sont sortis. Malgré tout. Les députés de l'opposition boycottés, oui. Malgré tout. Ils nous ont dit, attendez la commission ad hoc. On est parti à la commission ad hoc, croyant pouvoir disposer d'assez d'informations pour pouvoir les suivre. Parce que ce qui s'est passé, il faut le dire, c'est que le juge d'instruction s'est déchargé sur l'Assemblée nationale pour identifier X. Parce qu'il est parti, il a fait abstraction du réquisitoire introductif du procureur. Il n'a pas voulu, lui, faire une instruction préparatoire, mais il s'est contenté d'envoyer tout le dossier à l'Assemblée nationale, en passant bien sûr par la voie hiérarchique. Et l'Assemblée nationale, qui est comme une assemblée aux ordres, se met à vouloir écouter Ousmane Sonko, c'est-à-dire il va appartenir à l'Assemblée en écoutant Ousmane Sonko de donner des informations au pouvoir judiciaire. Vous croyez que ça c'est normal? Alors que faites-vous de la séparation des pouvoirs qui est consacrée par la Constitution du Sénégal? Que faites-vous de la présomption d'innocence? On dit X, on tape sur Ousmane Sonko pour dire que c'est Ousmane Sonko X. Nous ne sommes pas d'accord et nous ne serons pas d'accord. Mieux, au moment où ces représentants à la commission sont entrés, parce qu'on les a presque humiliés, on leur dit, vous ne méritez pas de disposer des documents. Allez dans le bureau de Pape Birame Touré, le président de la commission ad hoc, vous allez consulter le document sur place, sur PS. Ils sont en train de consulter, on les contourne pour envoyer à Ousmane Sonko une convocation par exemple. Vous lui conseillez quoi? De ne pas répondre? Mais bien sûr, dans ces conditions. Dans ces conditions, il ne peut pas. Dans ces conditions, il faudrait qu'on nous fasse prévaloir la présomption d'innocence. Dans ces conditions où l'Assemblée veut être utilisée comme faire valoir et donner, effectivement, faire le travail du juge d'instruction, je ne suis pas d'accord sur ce que fait l'Assemblée.
Et si l'Assemblée est d'accord pour le faire, nous n'avons qu'à prendre nos propres responsabilités. Ça n'empêchera pas la procédure de se poursuivre. Mais de toute façon, bien sûr, surtout avec leur majorité. Ça, on le sait depuis lors. Mais on ne va pas légitimer cette mascarade. C'est une mascarade qu'on ne va pas légitimer. On ne va pas leur donner le cutus. Ils n'ont qu'à en tirer toutes les conséquences et répondre devant l'histoire, devant l'opinion. Et de toute façon, ce n'est pas la première fois. On a toujours désacralisé l'immunité parlementaire. On n'a jamais convoqué la levée de l'immunité parlementaire du député pour une cause juste, ni pour une cause utile. On l'a toujours fait pour des raisons politiques. Comme vous le savez, le plus douloureux, c'est la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Qu'est-il advenu de cette immunité parlementaire? D'abord, Ousmane Ngom. On a levé l'immunité parlementaire de Ousmane Ngom. Vous le lui avez rappelé, je me rappelle très bien lors de votre face-à-face. On a enlevé son immunité parlementaire. Il a rejoint le président avec interdiction de sortie du territoire. Le président l'amène en Guinée. Aujourd'hui, Khalifa Sall, qui était détenu, tous ses co-détenus ont repris leurs fonctions avec les mêmes prérogatives, avec les mêmes fonctions, avec la même stature. Et Khalifa Sall, qui a vu son mandat à la mairie de Dakar retiré, qui s'est vu radié au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'il est politique, parce qu'il a des ambitions. Est-ce que ça c'est normal? Vous avez appartenu à un régime qui s'appelle le régime d'Abdoulaye Wade. Les mêmes pratiques ont été notées. Non, attendez, on a l'impression que on tourne en rond. Non, attendez. Ceux-là qui sont là ne vous le diront pas. C'est pas que vous qui dites cela, mais c'est là. Ceux-là qui sont ici n'ont fait aucun fait d'armes qui peuvent rassurer les Sénégalais à les élire. Ils avaient promis un état de droit. Je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon propos. Ils avaient promis l'indépendance de la justice. Ils avaient promis un gouvernement pour le peuple. Ils avaient promis beaucoup de principes. Ils nous ont vendu des assises nationales. Ils nous ont vendu beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. C'est autre chose. La réforme des institutions. La réforme des institutions, voilà. Tout. Et tout cela est rangé dans les tiroirs. Mais au-delà des polémiques politiciennes autour de cette affaire-là, pourquoi vous ne vous intéressez pas ensuite au fond de cette affaire Ousmane Sonko à Adji Sarr? Vous dites Ousmane Sonko, il est important pour la démocratie. Quand il décide pour des soins médicaux de se rendre dans un salon de beauté, parce que l'agrément qui a été adjoint dans ce PV prêté aux enquêteurs de la gendarmerie, il est écrit sur l'agrément de ce salon Sweet Beauty que le travail de ce salon, c'est de faire de la coiffure et des soins de beauté. Il y va pour des séances de massage. Pourquoi le fond de cette affaire-là, vous n'en parlez pas? Si vous me demandez, j'en parle. Parce que ce qui se passe, c'est que lui, il y a trouvé son compte avec un préjugé très favorable. J'aime à raconter à mes enfants un saint considéré comme saint par tout le Sénégal, qui, lors d'une cérémonie de collecte de fonds pour construire une mosquée, une dame a vu une dame s'avancer vers lui. Les gens ont hélé la dame en lui disant « Écoutez, le khalife ne serre pas la main à une femme. » Et le saint homme leur a dit « Peut-être vous avez vu que c'est une femme. Moi, je n'ai pas vu que c'est une femme. Donc, ce que vous dites ne me concerne pas. » C'est-à-dire les gens qui ont des préjugés mauvais, des préjugés nocifs, qui ont des sentiments nocifs, peuvent avoir des préjugés nocifs. Mais Ousmane Sonko n'est pas de cela. Il est parti un jour de Tabaski. Qu'est-ce qu'il a ressenti pour immoler son mouton, le laisser derrière et aller donner un produit qu'on doit lui mettre dans le dos? Quel que soit, parce que comme l'avait dit notre frère quand il a été convié à la présidence pour la concertation concernant la Covid, qui a dit que l'eau qui éteint le feu n'a pas besoin d'être filtrée. Peut-être c'est ce mal-là qui le tenaillait, qui a fait qu'il s'est déplacé un jour de Tabaski, parce que le jour de Tabaski n'offre pas beaucoup de services. Peut-être que l'heure de couvre-feu n'offre pas beaucoup de services. En tout cas, moi, vous le défendez mordicus. Je ne défends pas mordicus. Babacar, vous me connaissez assez.
c'est-à-dire être là comme journaliste en face de moi, ne peut enlever en rien la nature de nos relations. Vous savez très bien que vous me connaissez et moi je ne dis jamais une chose à laquelle je ne crois pas. Un peu subjectif tout cela. C'est pas subjectif, je vous donne la réalité. Je vous donne des jours et des faits. C'est-à-dire, je vous donne 2 heures, 2 périodes. La propriétaire a dit qu'elle a massé Ousmane Sonko un jour de Tabaski, alors qu'elle-même, elle avait les mains sales. La propriétaire, cette fois-ci. La propriétaire. Ouais. La propriétaire du salon. La propriétaire du salon a été claire. C'était un jour de Tabaski que Ousmane Sonko est venu chez moi pour la première fois. Qu'est-ce qu'il a ressenti? Qu'il a obligé à sortir de chez lui un jour de Tabaski. Qu'est-ce qu'il a ressenti avec cette période de couvre-feu où tout est fermé? Avant 18 h, tout est fermé. Qu'est-ce qu'il a ressenti? On ne s'interroge pas sur ce qu'il a pu ressentir. Est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a animé? Est-ce que lui, il a fait attention? Pourtant, vous savez très bien que Ousmane Sonko, effectivement, est conscient du fait qu'il n'a pas droit à l'erreur. On le persécute, il n'a pas droit à l'erreur. Et il le sait. Alors, les conséquences judiciaires de cette affaire-là, au-delà de ces accusations de viol, ce sont les violences qui ont suivi la déclaration d'Ousmane Sonko, sa dernière déclaration sur cette affaire chez lui. Le lendemain, beaucoup de scènes de violence autour de sa résidence et dans d'autres quartiers de Dakar, des arrestations puis des mandats de dépôt. Des responsables de PASTEF sont également entre les mains d'enquêteurs de la police, pour être exact, de la division des investigations criminelles de la police, entre autres Birame Souleye Diop, l'administrateur général de PASTEF. Que pensez-vous de ces arrestations nombreuses? L'heure est à l'intimidation, parce que puisqu'ils ne savent pas, en tout cas les tenants du pouvoir ne savent pas comment ça va se dérouler, notamment les prochains développements, qu'est-ce qu'ils vont donner par rapport à l'attitude de Ousmane Sonko, à ce sentiment de révolte né auprès de tout le monde, pas seulement au niveau des militants de Ousmane Sonko, mais à tous les niveaux. Parce que, vous savez, le Sénégalais, il n'aime pas l'injustice. Et les gens qui ont manifesté ne sont pas tous des militants de PASTEF. Dieu aussi a doté Ousmane Sonko de ce charisme qui fait qu'il est suivi surtout par les jeunes. Et les jeunes n'aiment pas l'injustice. Donc, peut-être en vue de tout cela, ils veulent anticiper en emprisonnant, en intimidant, en faisant la chasse aux sorcières. En tout cas, on a remarqué une chasse à l'homme. Je ne connais pas les motifs, je ne connais pas tout ce qui sous-tend cette chasse à l'homme, mais je pense que ça va s'éclaircir. Au demeurant, personne n'est d'accord avec la violence. C'est-à-dire la violence est toujours à condamner sous toutes ses formes. Est-ce que s'il y a des développements qui ne seront pas favorables à Ousmane Sonko, vous craignez que des gens manifestent, qu'on descende encore dans la rue pour manifester violemment? Vous vous attendez à ça? En tout cas, je peux aussi vous dire, parce que je parle avec tout le monde, et vous connaissez mon réseau de relations. Ce que je peux vous dire, c'est que le sentiment le mieux partagé aujourd'hui au Sénégal, c'est un sentiment de révolte, de malaise, qui, comme les gens, ne se sentent pas en sécurité, que tout le monde peut tomber dans ces filets d'un régime qui ne fait que dans l'arbitraire, d'un régime qui ne nous garantit pas une justice juste. C'est ce sentiment qui habite tout le monde aujourd'hui. Un régime qu'on disait proche de vous, ou du moins on vous disait proche de rallier le pouvoir. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est tombé à l'eau ou ça n'a jamais été le cas, ce début de rapprochement entre vous? Il y avait un début de rapprochement? Je demande, je pose la question. Moi, je vous pose la question, moi aussi, parce que je ne l'avais pas senti. Je ne l'avais pas senti. Maintenant, il y a des antécédents, depuis le PDS jusqu'après. Et malheureusement, je pense que c'est mon lot. Quand Macky Sall quittait le PDS pour la première fois, on disait que je suis là pour Macky Sall. Ça m'a même valu ma reconduction au gouvernement en 2007. Vous vous souvenez? Aujourd'hui, si on me dit proche de Macky Sall, alors que j'ai obtenu mon poste de député. D'abord, j'ai obtenu mon élection à la tête du conseil départemental, ainsi que notre victoire au niveau de la mairie de Bambey en 2014.
dans l'opposition. J'ai obtenu mon poste de député dans l'opposition. J'ai été destitué comme président du conseil départemental parce que je suis de l'opposition. Je suis brimé partout parce que je suis de l'opposition. Si on continue de me prêter des intentions de rapprochement avec le régime, je pense que c'est me faire une mauvaise querelle, un mauvais procès. Vous n'irez pas auprès de Macky Sall? Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours dit que à chaque actualité, même jusqu'à mon implication dans l'affaire Ousmane Sonko, avant qu'il ne me donne cet honneur d'être son avocate, avant de m'engager, d'abord mon parti, c'est comment sont mes relations avec Ousmane Sonko. Mais en plus, je suis allé voir Ousmane Sonko, lui manifester toute ma disponibilité, tout cela en relation avec mon parti. Et il m'arrive... Sans intention de récupération politique autour de cette affaire? Ousmane Sonko est politique comme moi, il a son parti comme moi. J'ai un parti. Mais quand, devant l'arbitraire, je pense qu'on ne calcule pas. Il n'y a pas de calcul mercantile devant l'arbitraire. L'arbitraire de Macky Sall, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, quand je l'ai dit à un de vos confrères devant les grilles de l'Assemblée, vous défendez Ousmane Sonko, je dis je me défends. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'opposition qui est persécutée. Un conseil du président a bel et bien dit qu'après le deuxième qui est parti, c'est Ousmane Sonko en principe qui doit être le chef de l'opposition. Une semaine après, on persécute Ousmane Sonko. Donc, rien ne nous empêche de penser que le président est toujours dans cette dynamique. Vous pensez aussi que l'opposition a sa plus... Anéantir l'opposition pour tenter le troisième mandat, pour vous, par exemple? Moi, Babacar, je pense que tout le monde sait que je n'avais jamais prêté ces intentions au président. Vous pensez qu'il ne va pas le faire? Je l'ai toujours dit. Parce que je le connais, un temps soit peu, et j'ai toujours dit qu'il ne va pas le faire. Il est assez conséquent pour ne pas tenter un troisième mandat. Je l'ai toujours défendu. Mais maintenant, avec les actes qu'il pose, avec ces armes qu'il déploie, ces armes non conventionnelles au bas de la ceinture, bon, je ne sais plus. Je ne reconnais plus. Vous commencez à douter de... Je doute de ce que je savais de lui. Aïda Mbodj, on va parler d'un autre sujet, sans doute le plus important, mais malheureusement, la force d'une actualité peut-être injustement sur les autres. On parlait santé, Covid-19. Le maintien du couvre-feu à Dakar et Thiès entre 21h et 5h du matin. Prorogation donc de la mesure jusqu'au 20 mars, comme l'a annoncé hier le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome. Les contaminations au coronavirus qui restent très très importantes malgré ces différentes mesures. Babacar, je pense qu'aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure que je m'engageais à lutter cet arbitraire au nom de la défense des institutions et des libertés. Mais au nom de l'union des cœurs pour faire face à cette pandémie. C'est une pandémie qui ne nous attend pas. Nous nous occupons d'autres choses, mais je pense que c'est le seul combat qui va d'être porté. Parce que tout simplement, nous enregistrons des morts. Les meilleurs d'entre nous sont en train de partir. J'ai appris aujourd'hui que nous avons franchi la barre des 800 morts. Et c'est dommage. Pendant ce temps, on s'occupe de complots politiques. Je pense qu'on ferait mieux de nous concentrer à ce qu'on doit faire dans le respect des mesures barrières. Par ailleurs, si le ministère de l'Intérieur maintient le couvre-feu, je pense qu'ils nous ont bien écoutés à l'Assemblée. Parce que tout ce qu'on leur avait dit, c'était dans le cadre des suggestions. Et nous leur avions dit de s'approcher des sachants, c'est-à-dire les médecins. En France, il y a bel et bien l'état d'urgence sanitaire, mais qui est accompagné de la surveillance bienveillante du comité scientifique médical. Et c'est le comité scientifique qui détermine l'heure du couvre-feu et qui détermine la façon de le faire. Là aussi, j'avais interpellé pour parler de l'ordre des médecins. Il y a le CGE, le comité pour les épidémies. Le CNGE. Le CNGE. Je pense que ce CNGE-là, avec l'ordre des médecins, doit pouvoir nous déterminer
les contours du couvre-feu. Est-ce que c'est à partir de 21h que le virus est beaucoup plus virulent? Pas efficace pour vous alors Non, c'est-à-dire que je ne dis pas d'emblée que ce n'est pas efficace, mais je voudrais qu'on évalue. Qu'on évalue pour mieux faire. Parce que là, moi je préfère toujours laisser la voix à ceux qui savent ce que c'est. Pourquoi 21h, 5h du matin? Est-ce que c'est à ce moment-là où le système immunitaire est beaucoup plus... Vous voulez qu'on avance l'heure du couvre-feu? Non, pas avancer ou reculer. Moi, je voudrais qu'on évalue avant de maintenir ou de rétrograder ou de surpasser. Il y a une lueur d'espoir avec la vaccination. Le Sénégal qui a reçu un premier lot de 200 000 doses du fabricant chinois Sinopharm. Plus de 6 millions de doses attendues au total les prochaines semaines selon le président de la République. La campagne de vaccination commence mardi. Priorité au personnel de santé et aux personnes vulnérables. Vous êtes optimiste Oui, là, je pense que la classification s'est faite à partir des conseils des médecins. C'est le standard international. C'est le standard international, c'est alors ça. Ça veut dire que cela a des soubassements scientifiques. Et je pense que c'est parti de là. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'approche. Qu'on fasse prévaloir une approche communautaire. Qu'on puisse avoir une démarche participative et inclusive. Qu'on puisse parler aux populations. Parce que jusqu'à présent, la communication est très mauvaise et la communication est négative même. Pour que les gens puissent se vacciner spontanément. Imaginez... On parle beaucoup d'approche communautaire dans la communication, mais les porte-étendards ce qui doivent être les porte-étendards de cette communication communautaire, il faudra aussi peut-être les convaincre de vraiment participer. Sur le vaccin, ce serait bien de voir... C'est-à-dire, c'est bien d'écouter, parce que le problème, ce qui rend sceptique aujourd'hui, c'est que, soyez d'accord avec moi, vous êtes un professionnel de la communication, que quand le ministre de la Santé envoie un tweet pour dire que nous avons un don de 200 000 vaccins. Tweet retiré après. Retiré après. Le lendemain, on a droit à un communiqué qui nous dit que les 200 000 doses sont achetées. Aujourd'hui, le président nous dit que les 200 000 doses sont achetées. Je suis d'accord, hein, je vous dis. Moi, je préfère l'achat que le don. Parce que ça relève un peu de la souveraineté. Donc, je préfère l'achat que le don. Sur le vaccin. Faire autour de ça maintenant. Autour de ça, on a vu tous les chefs d'État qui ont reçu, dont les pays ont reçu des doses, se faire vacciner en premier. Se faire vacciner en premier. Ici, le président, on s'attend à ça. Est-ce que les chefs religieux aussi ne devraient pas donner l'exemple? Il faut que le président leur parle. Il faudrait que le président leur parle. C'est le président qui doit monter au créneau. Se faire vacciner d'abord et aller parler à ses amis. Que le chef religieux se vaccine aussi? J'en arrive. C'est-à-dire, le président, dès qu'on a signalé la Covid-19 au Sénégal, a appelé les leaders d'opinion. Il leur a parlé. Et je peux affirmer ici que tout le monde s'est impliqué. Tout le monde s'est impliqué sans calcul. Tout le monde s'est impliqué sans arrière-pensée. Les chefs religieux aussi, je pense que sont impliqués, se sont impliqués. Ils ont donné des directives, ils ont donné des conseils, ils ont prié, ils ont indiqué des prières. Je pense qu'il appartient au président de se vacciner, de montrer le bon exemple, d'aller les voir, de parler aux leaders d'opinion, de parler aux porteurs de voix et à tous les niveaux, on a quelque chose à faire jusqu'au niveau des relais communautaires. Merci Aïdem Mbodj d'être passé devant le grand jury de RFM, députée de l'opposition, ancienne ministre, présidente du parti politique Alliance nationale pour la démocratie, And Sakhal Liggéey. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Merci à Yaya et Abdou qui étaient à la régie, à Maggie, à son équipe au digital. Bonne fin de week-end à tous. Le grand jury la semaine prochaine.
te kan hamrayitin